Bonjour à tous. Merci d'être venus, aussi nombreux. Et ça montre un petit peu l'intérêt que vous avez encore pour cet événement. Alors aujourd'hui, on va parler de la Grande Guerre de 14-18. Et c'est un jeune de 20 ans qui va nous en parler. Alors certes, la guerre est un événement un peu cruel, qu'on voudrait bien oublier. Hélas, c'est aussi quelque chose de présent sur l'ensemble du monde, c'est ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui nous sommes français, c'est parce que il y a nos parents, nos grands-parents, les anciens, les habitants se sont battus pour défendre le pays, pour défendre son drapeau, son honneur et son identité. Et c'est important qu'on n'oublie pas tout ça. C'est important qu'on se souvienne pour ne plus jamais le revivre. Et Kenneth, qui s'est intéressé à cette période, à cet événement, a travaillé là-dessus, et il aimerait aussi que les jeunes de son âge se souviennent. C'est également, évidemment, important qu'on n'oublie pas la mémoire de nos anciens, que ces événements restent quand même présents, pour que plus jamais on ne revoit ça. Alors je vais lui laisser la parole pour qu'il en parle lui-même. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kenneth Montagnier, je suis de la commune, je viens de la commune. Je suis étudiant en 3e année d'histoire à Chambéry, à l'université Savoie-Mont-Blanc d'histoire. Donc, j'ai voulu faire ce petit exposé pour. Déjà, j'avais plusieurs attentes à ce niveau-là. Je voulais déjà tout le savoir qu'on a à l'université. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas non plus on doit attendre très longtemps avant de pouvoir le partager. Et moi, c'est une des choses qui me tenait à cœur de pouvoir déjà partager mon intérêt pour ces choses-là, pour l'histoire, et notamment dans le cadre des commémorations et du souvenir de cette année de 14-18. Comme vous le savez tous, c'est le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, après, je remercie la mairie de Saint-Ours et l'université de Savoie pour me permettre déjà d'être dans ce cadre-là et dans le cadre de mes études, de pouvoir vous présenter cet exposé. Alors je remercie aussi Monsieur Vivian de m'avoir aidé au niveau local, ce qui est déjà assez intéressant de pouvoir partir du grand cadre, de la grande histoire, tout ça, pour arriver sur le vécu, l'anecdote, et qui donne plus d'humain, qui est plus vivant que des chiffres, des batailles, des dates. Et comme ça, nous avons également un double cadre, et cette fois-ci historique, pour pouvoir vous présenter le mieux possible ce grand événement. Voilà. Donc, nous allons commencer. Vous voulez dire un petit mot? Ok, bon. Eh bien, en avant. Alors, la Première Guerre mondiale, un suicide européen. Alors déjà, pourquoi ce titre? La société européenne, avant 1914, c'est la société de la Belle Époque. C'est une société européenne qui est très dynamique encore. C'est au niveau de l'industrie, au niveau des techniques, des technologies, du commerce, de la démographie. Il y a un très grand dynamisme dans cette Europe de 1914. Et donc, pour reprendre le mot d'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui, après 1918, décrira cette guerre comme le suicide de l'Europe, c'est vraiment ça, parce qu'on a une société qui est un peu comme la nôtre, toute comparaison, en comparant 2014 à 1914, même si beaucoup de choses ont changé, on a une époque de faste, on a une époque où on a l'impression que tout nous appartient, le monde appartient aux Français, aux Anglais. Et dans l'innovation technique, par exemple, on a deux images. La première, c'est, vous voyez, automobile hispano-suédoise lors d'une course de 1910. Et la deuxième image, c'est la traversée de Roland Garros de la Méditerranée. Donc, ça nous montre bien que la société européenne va avancer. Il y a encore ce mythe du progrès, comment dire, sauveur qui
on va pouvoir, dans la médecine, dans tous les compartiments des sciences, on va pouvoir faire des progrès énormes qui vont amener à la prospérité, l'abondance, tout ça. De plus, au niveau international, dans le monde, la France et l'Angleterre, c'est les grands du monde. La France en Afrique, l'Angleterre en Afrique aussi, mais dans l'Océanie ou aux Indes, la France et l'Angleterre, dans une partie plus modeste, l'Italie et l'Allemagne, sont les maîtres du monde. On a des ambitions coloniales qui montrent bien tout ce dynamisme européen. De plus, les hommes du vieux continent ne se considèrent pas comme des frères, même des Européens, mais il y a un certain européisme assez brûleux, touffu, enfin, personne ne se sent européen, on se sent français, allemand, italien, tout ça, mais il y a un mode de vie, une civilisation de la belle époque qui existe bel et bien. Par exemple, on se passionne pour le Tour de France, les courses automobiles, cyclistes. Le 14 juillet à Paris le 14 juillet en général en France a très bien pris. Et très bien pris pourquoi? Parce qu'on a l'émergence d'un sentiment national en France, dont le 14 juillet est la preuve. Et ce sentiment national s'est construit au XIXe siècle dans plusieurs grandes nations européennes, notamment en Allemagne, qui s'est construit à l'occasion de grands événements patriotiques. Donc en Allemagne, c'est la guerre franco-prussienne. L'Allemagne est créée en 1870 à Versailles. Au terme de la guerre victorieuse contre la France, l'Allemagne s'est unifiée dans ce périple guerrier, comme par exemple les Italiens avec Garibaldi, qui au terme du périple garibaldien en Italie, on est arrivé au royaume d'Italie unifié. Et en fait, ce sont ces sentiments nationaux qui ne permettent pas non plus une fraternelle entente entre les peuples, même si ces sentiments nationaux ne sont pas voués à se muer en haine nationaliste. Mais les règlements litigieux, comme je vous ai dit, les contentieux territoriaux qui sont assez importants. Pour prendre le plus évident, donc, sur cette image, on a école française en Alsace, la question d'Alsace-Lorraine. Les politiques l'ont bien au courant. On ne peut pas dire aux Français qu'on va abandonner l'Alsace-Lorraine. Mais personne n'a vraiment envie de la reprendre, l'Alsace-Lorraine. On y pense, elle reste dans un coin de notre tête, mais on ne va pas faire une guerre dessus. L'Alsace-Lorraine, elle permet de bien ancrer le sentiment national dans l'esprit des jeunes écoliers français, mais pas plus. Mais le problème, c'est que tous ces petits contentieux territoriaux qui nous servent en politique, qui servent à bien montrer notre patriotisme, ils restent quand même. On est attiré par eux, on va vers cette pente dangereuse, on se dit qu'on a de la marge, mais on va vers cette pente dangereuse. Les conflits des 20 dernières années qui précèdent la Grande Guerre vont montrer, au niveau technique militaire, mais même au niveau moral, une évolution dans la manière dont on fait la guerre. Donc, par exemple, la guerre des Boers, qui s'est passée en Afrique du Sud. Donc, la guerre des Boers, c'est l'Empire britannique, les troupes britanniques contre les Boers. Les Boers, qui c'est? Les Boers, ce sont des colons sud-africains, d'origine pour la plupart hollandaise, qui veulent être indépendants dans leur état d'Afrique du Sud. Et donc ils vont se battre pour cette indépendance, il va y avoir deux guerres des Boers. Et c'est la seconde, celle de 1899 qui ira jusqu'en 1902, qui nous intéresse ici. Alors sur la photo de droite, vous avez des guerriers, des soldats boers, qui vont vraiment très bien résister aux Anglais. Les Anglais ont une certaine expérience quand même du conflit colonial. En Inde, par exemple, il y a eu beaucoup de guerres coloniales contre les guerriers, par exemple. Mais ici, c'est des coloniens. C'est des Européens qui vont être équipés par du matériel moderne, du matériel allemand, des fusils Mauser que les Allemands vont gracieusement envoyer, parce que c'est toujours bien de taper sur son ennemi indirectement, vont gracieusement envoyer aux soldats boers, et ils vont très bien résister aux Anglais. Les Anglais vont être un peu, je dirais, touchés dans leur orgueil,
Ils vont être un peu touchés dans leur orgueil et ils vont voir que ça ne marche pas, leur tactique de on avance, on pose une mitrailleuse et puis on attend que les 300 000 soldats indigènes nous sautent à la gorge. Là, c'est les guerriers locaux. Ils font des embuscades, ils coupent les lignes de communication. Enfin, c'est très compliqué, c'est une guérilla, c'est une vraie guérilla qui est mise en place là-bas. Ça va provoquer une violente réaction de l'armée britannique qui va en arriver. C'est là qu'on commence à voir les changements dans les mentalités, arriver à déporter les familles de combattants. Donc, à gauche, vous avez un camp de concentration, ça s'appelle un camp de concentration anglais, avec les familles des soldats à bord qui ont été capturés, ou même des familles de villages où on soupçonne d'avoir ravitaillé les rebelles. Et donc, précisément, cette guerre nous montre une chose très importante, c'est que la frontière entre non-combattants et combattants est brouillée. Il n'y a plus ce respect du civil, même si bien sûr, dans toutes les guerres avant, il y a des exactions contre les civils. Mais c'est vraiment à partir, enfin pour moi, c'est vraiment à partir de cette guerre qu'on rentre dans le XXe siècle et dans tout le florilège d'exactions contre les civils qui va avoir au XXe siècle. Après, on a une deuxième guerre qui est aussi assez parlante, c'est le conflit russo-japonais de 1904. Alors le conflit russo-japonais, il fait appel à deux grands ensembles. Il fait appel premièrement à la Russie qui est un grand État européen depuis très longtemps, qui a une forte armée au niveau surtout du monde, assez mal équipée, des officiers surtout des nobles, qui n'ont pas forcément fait... il n'y a pas un encadrement aussi efficace que de l'autre côté du Japon. Le Japon, c'est un État dynamique. Depuis sa modernisation à la fin du 19e siècle, c'est un État en expansion. Donc, il y a les guerres de Corée, de Chine, l'Empire du Japon étend ses frontières, et il va rencontrer les Russes sur la façade est de la Russie, en fait, les Japonais veulent prendre possession des ports de la façade est japonaise pour notamment étendre leur empire en Chine. Et donc, les Russes vont mettre un frein à cette expansion et on va vers la guerre. Et là, c'est un massacre. Là, c'est un massacre parce que d'un côté, on a deux sociétés industrialisées. C'est des sociétés qui sont équipées en artillerie lourde, en mitrailleuses, TSF, tout ça. Mais par contre, on a le matériel, mais on n'a plus les tactiques adéquates. Donc, par exemple, les Japonais à la bataille de Mukden, donc là, c'est la colline Politov. La colline Politov qui fait partie du territoire de Mukden. Mukden, c'est en Asie, en Extrême-Orient. Et là, les Russes vont se retrancher, mitrailleuses, artillerie lourde, et les Japonais, le code du Bushido japonais, le code du guerrier de l'honneur japonais, ils vont charger le sabre clair. Et c'est un massacre, une mitrailleuse, l'artillerie qui va labourer le terrain. Mais les Japonais vont quand même gagner. Ils vont quand même gagner parce que les Russes finissent par céder. Et c'est là qu'on va rentrer, c'est là que le problème se pose en fait. Parce que cette guerre et la guerre d'avant, elle a été couverte par des observateurs militaires européens. Et ces observateurs militaires européens ne vont pas voir les changements. Ils ont une grille de lecture propre et ils sont aveuglés par un certain dogmatisme. Ils ont leur manière de faire la guerre. On a appris leur guerre, pour faire simple, c'est la guerre de Napoléon. C'est l'infanterie française passera toujours. Le courage des fantassins français emportera tout sur son passage. Et ils ne vont pas voir dans ces guerres, notamment la guerre russo-japonaise, que la guerre moderne, c'est de l'artillerie, c'est des mitrailleuses. Et quand on charge à la découverte une mitrailleuse, même s'il peut y avoir une mitrailleuse pour 400 hommes, les 400 hommes, peut-être qu'ils prendront une mitrailleuse, mais il en restera plus beaucoup pour s'en rendre. Alors, comment va-t-on arriver, quels sont les déclencheurs? Là, je vous ai montré les causes un peu. Quels vont être les déclencheurs de cette guerre? Les déclencheurs, c'est assez célèbre, et surtout, dans l'historiographie classique, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Alors, François Ferdinand est assassiné le 28 juin 1914 lors d'une tournée d'inspection. C'est l'inspecteur général des armées austro-hongroises. Il est assassiné à Sarajevo, en Bosnie, par un jeune étudiant serbe, Gavrilo Princip. Princip, c'est un jeune étudiant qui croit à la grande Serbie. En fait, on a un peu retourné le cerveau.
il y a une certaine minorité en Serbie la Serbie est nouvellement indépendante. Elle s'était détachée du giron de l'Empire ottoman, tu vois. Et elle veut récupérer, une minorité veut récupérer la partie est de l'Austro-Hongrie, qui est composée en majorité de Serbes. Et la Serbie a autre chose à faire que vouloir faire la guerre à l'Autriche-Hongrie. Mais il y a cette minorité qui va pousser et qui va arriver à tuer l'archiduc François Ferdinand. Et de là, on va partir très vite. Ça va partir très vite, mais en même temps, on met quand même un mois pour arriver à la déclaration de guerre. Et on dit l'histoire, c'est pas très drôle, mais l'archiduc François Ferdinand, on lui avait construit on lui avait fabriqué plutôt un gilet pare-balles. Et les munitions tirées par le pistolet du jeune étudiant, c'est des munitions de faible calibre que le gilet pare-balles aurait aisément arrêté. Qui, d'un côté, est toujours un peu savoureux quand vous lisez les pertes de la Première Guerre mondiale en conclusion. Vous avez toujours ça dans un coin de la tête, ça vous fait réfléchir. Donc, l'archiduc François Ferdinand assassiné, l'Autriche-Hongrie qui rêve d'en finir avec cet État nouvellement indépendant qui donne des idées à tous les États composent l'Empire austro-hongrois, parce que l'Empire austro-hongrois c'est une mosaïque de territoires, de peuples, et l'Autriche-Hongrie ne veut vraiment casser ces volontés indépendantistes, et elle veut casser la Serbie, parce que la Serbie c'est un État national, nouvellement national, et elle veut casser la Serbie. Donc elle va envoyer un ultimatum en 10 points. En 10 points à la Serbie, et notamment il y aura l'envoi d'observateurs, d'enquêteurs autrichiens pour faire la lumière sur cet assassinat. La Serbie va accepter les 9 points. 9 points, sauf le dernier, l'envoi d'enquêteurs austro-hongrois. Parce que ça, pour toutes les nations, on n'envoie pas. Enfin, c'est pas comme aujourd'hui où on envoie Interpol, tout ça. Chaque nation, c'est une violation du territoire si on envoie des enquêteurs austro-hongrois en Serbie. C'est une véritable violation du territoire. Et les Autrichiens le savent très bien. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils envoient un ultimatum pour pousser la Serbie, pour avoir une raison d'envahir la Serbie. Mais la Serbie n'est pas seule. C'est là où ça se complique. La Serbie, elle compte sur qui? Sur la Russie. Parce que la Russie, c'est le grand frère des nations slaves. Et la Russie, elle va faire pression sur l'Autriche-Hongrie et dit si vous attaquez la Serbie, ben nous vous attaquons. Et après, voilà, là on le voit bien. D'un côté, on a l'Empire. On a l'Empire austro-hongrois. De l'autre, on a la Russie. Bon, après, ça pourrait rester un conflit. Mais il y a l'Empire allemand Guillaume II, qui va dire nous, vous avez notre soutien aux Austro-Hongrois. La France a basé toute sa politique extérieure sur l'alliance avec la Russie et elle ne peut pas se défiler. Elle va dire le président de l'époque, Raymond Poincaré, est en voyage en Russie. Il arrive, il dit vous avez tout notre soutien. Et d'un côté, le Royaume-Uni est attaché à une certaine politique de statu quo en Europe. Mais depuis le début du XXe siècle, le Royaume-Uni et la France, alors que deux grands ennemis d'antan, se sont alliés. Et on va arriver avec la Russie qui va soutenir la Serbie, son allié naturel donc, la Russie qui va se poser en grand frère, des nations slaves, les Russes mobilisent le 30 juillet. Et puis ce sont les Allemands qui, en soutien des Autrichiens, mobilisent le 1er août. Et les Allemands vont envoyer un ultimatum à la France de lui céder encore une partie du territoire, parce que l'Empire allemand possède l'Alsace-Lorraine. Les Allemands vont dire vous passez l'effort de Vaud, de Douaumont, toute la ceinture fortifiée de Verdun pour être sûr qu'on n'attaque pas. C'est inacceptable. Poincaré mobilise le 1er août et le 2 août, c'est la guerre. Le 2 août, c'est la guerre. Les Anglais ne sont pas encore mobilisés. Les Anglais vont mobiliser lorsque l'Allemagne va exécuter son plan Schlieffen. Plan Schlieffen, du nom du commandant en chef de l'état-major allemand au début du XIXe siècle. Le plan Schlieffen, c'est quoi? C'est très simple. Plan Schlieffen, on a toutes les armées allemandes qui sont ici. Et ils vont exécuter un mouvement tournant, comme ça, pour prendre toutes les armées françaises à revers. Parce que les armées françaises, conformément à la doctrine française
du début du XXe siècle. C'est le plan 22. C'est une attaque limitée en Alsace-Lorraine pour reprendre l'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine, donc on a une attaque en même temps de la part des Français en Alsace-Lorraine, qui est très vite repoussée par les Allemands. D'un côté, on a les Allemands qui bousculent l'armée belge, qui en quelques semaines est complètement anéantie. On a les Français qui reculent, la bataille de Mons, la bataille de Charleroi, l'attaque en Lorraine, ce qui va nous conduire à des attaques baïonnettes au canon, 27 000 morts pour la seule journée du 22 août, le jour le plus hécatombe pour l'armée française, le jour où il y aura plus de morts. Le général Joffre va alors ordonner le repli sur la Seine. Alors qui est Joffre? Il est à la tête de l'armée depuis 1911. C'est un grand organisateur, mais il est surtout à la tête de l'armée pour ses connivences républicaines. Et Joffre a plusieurs défauts. Il a notamment le défaut d'être assez aveugle dans son... Même s'il a réorganisé l'armée, il est assez aveugle au niveau de la doctrine. La doctrine, pour lui, c'est... il a freiné tout ce qui est mitrailleuse et puis artillerie lourde. Il a dit on n'en veut pas, puisque de toute façon, c'est pas une guerre de position, c'est une guerre de mouvement, il faut être rapide. Donc il a encouragé la construction du canon de 75 français, qui est un canon de campagne, qui est un très bon canon. Il est supérieur à son homologue de 77 allemand, mais c'est pas un canon d'artillerie lourde. C'est un canon qui peut tirer qu'en tir tendu, qui n'est pas adapté à la guerre aux tranchées. Ce qui sera un gros problème, nous allons voir après. Donc Joffre ordonne le repli sur la Seine. Mais Joffre a fait une chose, il a développé l'aviation militaire française. Et l'aviation militaire, qui à ce stade ce n'est que une aviation de reconnaissance, va voir que sur toute cette partie là, eh ben, les Allemands commencent à entamer leur mouvement tournant. Mais ils n'ont pas englobé les armées de Paris. Et il va voir que tout von Kluck, celui qui est à la tête d'une des armées allemandes, expose son flanc. Et Gallieni, et c'est là que nous aurons l'épisode des taxis Lamar, va lancer une attaque limitée à Meaux et Château-Thierry. Il va attaquer de ce côté, et puis Joffre va hésiter. Il se dit, je lance mes réserves, si je me loupe dans mes réserves, mes réserves sont anéanties, il n'y a plus rien pour défendre la France. C'est un coup de poker, il va faire le pari de lancer cette attaque. Et les Français qui reculent depuis des semaines, les Français sont rentrés en Belgique. Depuis Namur, Charleroi, Mons, tout ça, ils sont revenus sur la ligne sur la Seine. Ils vont se retourner, ils vont contre-attaquer et ils vont repousser les Allemands. Sur un front de 300 km, de Paris à Verdun, contre-attaque. Contre-attaque, mais les Français qui reculent depuis des semaines, qui sont décimés par les mitrailleuses allemandes, sont fatigués déjà, et puis ils sont plus beaucoup. Donc ça va être une contre-attaque qui va être limitée. Et les Allemands, les armées sont revenus, n'ont pas poussé jusqu'à faire leur mouvement tournant, résistent, et on a une ligne de front comme ça. On a une ligne de front qui va de Lille à Verdun. Et là, on va passer à l'épisode qu'on appelle la course à la mer. Alors la course à la mer, c'est quoi? C'est d'un côté les Français qui veulent assurer les ports de la façade atlantique, la Manche, et les Allemands qui veulent empêcher que les Français aient ces ports. Pourquoi? Parce que les Anglais ont mobilisé, mais les Anglais ne sont pas encore en France. Et on doit contrôler ces ports si on veut empêcher ou justement faire en sorte que les Anglais débarquent. Donc ce sera un des derniers grands épisodes de la cavalerie française, dont la vitesse sera leur plus grand atout. Donc les Allemands vont réussir à prendre l'île, mais on va réussir à tenir une partie de la Belgique. C'est les fusiliers marins de l'amiral Renard qui va réussir à tenir à Ypres. Il va tenir une partie de la Belgique. Bon, la Belgique n'est plus grand chose. La plupart de la Belgique est perdue et les Allemands qui ont encore peur depuis la guerre franco-prussienne de 1871 vont faire beaucoup d'exécutions de civils parce qu'ils ont peur des francs-tireurs. Et la France a tenu, la France a réussi à sauver une partie de son territoire, mais
On commence pour 4 ans d'artillerie, de tranchées, de barbelés. Et cette ligne de front peut bouger en 4 ans. Et nous arrivons maintenant sur l'année 1915. Alors l'année 1915, Noël 1914, on est tous là, on se regarde en chien de faïence. On se dit mais nous on pensait que la guerre serait finie, et là non, on est dans des tranchées. On est dans un tranchée, c'est totalement nouveau. Les états-majors des deux côtés ne savent pas quoi faire. D'un côté, les Allemands sont les mieux préparés, puisqu'ils ont développé leur artillerie lourde, notamment pour casser la ceinture de forts belges et français. Et premièrement, les Allemands se disent bon, à l'ouest, ça s'est pas aussi bien passé qu'on voulait, on n'a pas réussi à écraser les Français. Et ils étaient restés en défensive à l'est, face aux Russes, qui mettent du temps, ils ont une grande population, ils ont mis du temps à mobiliser. Les Russes vont subir de lourdes pertes, parce que les Allemands veulent se débarrasser d'eux. C'est intenable de combattre sur deux fronts. Donc les Allemands n'auront de cesse de vouloir écraser les Russes pour vraiment se concentrer sur un seul front. Donc l'année 1915 commence avec une série d'offensives allemandes à l'est. L'armée russe va reculer de 500 km, perd 2 millions d'hommes et ses possessions polonaises, puisque la Pologne n'est pas un État indépendant, c'est une possession russe. Même si le tsar de toutes les Russies, Nicolas II, subit de gros échecs militaires, il va refuser toutes les offres de paix allemandes. Et même si les Allemands ont avancé prodigieusement et qu'ils ont fait beaucoup de prisonniers, c'est une véritable victoire pour les Allemands. Ils ont battu les armées russes, mais les Russes tiennent. Les Russes tiennent et obligent les Allemands à maintenir des divisions et à maintenir des hommes pour attaquer les Russes sur le front Est. Ils ne peuvent pas se concentrer exclusivement sur le front Ouest. Le front Ouest. Le front Ouest, donc là on a une attaque en Champagne. Joffre, dans son dogmatisme, dans son entêtement, dans sa manière de voir les choses, va lancer une série d'offensives. Champagne, Argonne, et des offensives secondaires aux Éparges et en Artois. Il va lancer une série d'offensives et il pense grignoter les Allemands. Et non, pas du tout en fait. Il envoie ses soldats à la mort. Et les années 1915 est une véritable hécatombe pour l'infanterie française. Déjà que 1914 n'avait pas été rose. On va arriver à une situation où on manque cruellement de soldats. Et lorsque Joffre affirme à l'Assemblée grignoter les Allemands, en fait il a perdu beaucoup plus d'hommes que les Allemands qui, eux, se sont bien retranchés. Les Français, la différence c'est que les Français sont sur leur territoire, veulent reprendre leur territoire. Les Allemands, eux, sont en territoire ennemi, donc ils se retranchent, ils peuvent laisser venir les Français. Il n'y a pas la même, on n'a pas la même vision des choses. Un temps, on va croire que l'Italie va pouvoir faire changer le cours des choses. L'Italie, qui, comme vous l'avez vu sur un des premiers diapositives, a été alliée aux Allemands et aux Autrichiens. Mais l'Italie, en fait, avait surtout fait ça pour sortir de son isolement diplomatique et veut surtout récupérer ses terres irréalisées, les terres du Trentin, le nord de l'Italie. Et elle va rentrer, les Anglais et les Français font pression pour qu'elle rentre en guerre, en lui promettant monts et merveilles. L'Italie va donc le 23 mai 1915 rentrer en guerre aux côtés des Français et des Anglais. Mais ils vont rapidement piétiner dans les Alpes parce que les conditions de combat sont exécrables. Le froid, les problèmes de ravitaillement sont très durs à régler. Et l'Italie en fait ne va pas être d'une grande aide dans la guerre et elle va nécessiter l'envoi de divisions françaises et anglaises pour qu'elles tiennent dans les Alpes. Après, vu que ça piétine un peu partout, que d'un côté les Russes défendent à l'Est, mais ont un grand territoire et c'est très difficile de contrôler la Russie.
Du côté ouest, on a les Français qui se cassent les dents sur les lignes de défense allemandes. Plus au sud de l'Autriche-Hongrie, on a les Italiens qui se maintiennent difficilement face aux Austro-Hongrois. Il y a un jeune lord de l'amirauté, Winston Churchill, qui fera parler de lui après, qui va avoir une idée. Une idée qui vaut quand même ce qu'elle vaut, mais qui veut frapper l'Empire ottoman, qui est rentré en 1914 en guerre aux côtés des Austro-Hongrois et des Allemands, qui en fait, l'Empire ottoman bloque les lignes d'approvisionnement. Elle bloque les lignes d'approvisionnement, notamment russe, parce que les Français ne peuvent plus envoyer du matériel russe par la mer Noire, puisqu'ils bloquent le détroit des Dardanelles. Et Winston Churchill va vouloir lancer une opération aux Dardanelles. Donc les Dardanelles, c'est, comme je vous l'ai dit, l'entrée de la mer Noire, c'est à côté de Constantinople, pour donc débloquer ces routes et s'emparer de Constantinople, frapper l'Empire ottoman qui va jusqu'en Perse à l'époque, en son cœur. Mais en février 1916, une escadre combinée franco-anglaise arrive aux Dardanelles. Elle commence à échanger les coups de canon avec les batteries de défense côtière turques. C'est un échec. Les Français et les Anglais rembarquent. Les 80 000 hommes, et là en avril 1915, là on va débarquer des hommes. À peine débarqués, les 80 000 hommes qui composent cette force vont se faire étriller par les mitrailleuses de l'artillerie turque, puisque leurs positions de débarquement sont en contrebas des hautes falaises des Dardanelles. Et donc il va y avoir deux emplacements, il va y avoir les Dardanelles à proprement parler et Gallipoli. Gallipoli, c'est un autre emplacement de débarquement qui était réservé aux Anzacs. Les Anzacs, c'est les soldats australiens et néo-zélandais. Et ils vont garder un très mauvais souvenir de cette bataille de Gallipoli. Là on voit, donc là c'est l'affiche du film avec Mel Gibson, en fait bien pour montrer que pour eux, les Néo-Zélandais et les Australiens qui connaissaient rien de l'Europe, pour eux c'est ça, c'est Gallipoli, c'est la Turquie, c'est le massacre qui va donner d'ailleurs la chanson Valsing Matilda en hommage aux soldats morts à Gallipoli. Et après Gallipoli, donc là, le Gallipoli et les Dardanelles, c'est défaite sur défaite sur défaite. Donc, d'un œil étranger, notamment d'un œil bulgare, ça peut sembler que l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et les Turcs vont remporter la guerre. Les Bulgares, qui sont traditionnellement opposés aux Turcs, vont quand même rentrer aux côtés de leurs anciens ennemis pour attaquer la Serbie. Donc moi, c'est ce que j'appelle l'opportunisme à la bulgare, puisque les Serbes qui tiennent vaillamment contre l'Autriche-Hongrie depuis 1914 vont devoir faire face à une double offensive, bulgare et autrichienne. Donc l'armée serbe va être battue, va devoir reculer assez rapidement. Donc ils vont se rembarquer en Albanie. La marine nationale va dans un premier temps les rembarquer à Corfou, et puis ils vont aller jusqu'à Salonique. Donc le corps retranché de Salonique, qui va ne pas faire parler de lui avant 1916, puisque la Grèce reste neutre pour l'instant. Donc l'armée bulgare, après avoir attaqué la Serbie, ne va pas pousser son avantage. Ils ne vont pas écraser ce réduit franco-serbe à Salonique. Mais justement, l'armée d'Orient va profiter de ce répit déjà pour se reposer, se refaire. Et puis le général Sarai, commandant cette petite force multinationale, va mettre à profit cette attente pour faire déposer Constantin Ier, le roi de Grèce, afin que celle-ci rentre dans la guerre en 1916 aux côtés des Alliés. Donc, pareil. Nouvel essai, nouvel échec. Et on arrive, c'est l'heure des comptes. C'est 1916, c'est l'heure des comptes. Il va falloir remplacer les hommes
œuvres, excusez-moi. Donc nous allons passer en 1916, des ouvriers, des soldats, des marins. 1916, on fait les comptes, 680 000 tués, 1 million de blessés, 1,5 million de blessés. Les pertes sont proprement terribles. On va devoir mobiliser les réformés, les jeunes de 19 ans, la classe 1897, les anciennes classes rappelées, pour ceux qui avaient été exemptés pour raison physique mineure. Plus de 8 millions, là je parle pour le total du conflit, plus de 8 millions de Français vont être ainsi mobilisés sur une population de 39 millions de personnes. C'est la proportion la plus énorme après la Serbie de mobilisation de la guerre. Donc la France va faire appel à ses enfants. Donc, des régiments de tirailleurs sénégalais, algériens ou encore indochinois qui vont être envoyés au front pour soutenir leurs camarades métropolitains. Mais l'Empire va également envoyer des travailleurs coloniaux. On va rappeler les ouvriers spécialisés qui se battent sur le front. Ce qui, entre parenthèses, sera source de conflit après-guerre, puisque les paysans estimeront avoir été sacrifiés au profit des ouvriers, parce que les ouvriers ont un savoir-faire que les paysans ne peuvent pas apporter. Et à l'heure des comptes, ce sera reproché à la classe ouvrière. Donc 110 000 étrangers vont être invités à venir travailler dans les usines françaises, ainsi que les mutilés et les prisonniers de guerre. Car en plus, cette classe ouvrière doit permettre à l'industrie française de rattraper son retard par rapport à son homologue allemande. Puisque les Allemands, en plus d'avoir un potentiel industriel et économique plus puissant et plus développé que la France, a privé la France de 75% de sa production de charbon, de quasiment tout son acier, sa fonte, la production mécanique, la Meurthe-et-Moselle. Donc la Meurthe-et-Moselle, le principal bassin de mines de fer français. Donc déjà que les Français étaient à la traîne par rapport aux Allemands dans tout ce niveau de leurs usines, de leurs ressources, on a déjà un grand coup qui a été porté à cette industrie. Donc il va falloir faire des choix, il va falloir réorganiser tout ça. Et c'est là que deux personnages qui ne sont pas forcément très connus, Albert Thomas, ministre de l'Armement, et Étienne Clémentel, ministre de l'Industrie et du Commerce, vont intervenir. Ils vont intervenir pourquoi? Ils vont créer des groupes de production. Donc les groupes de production, c'est quoi? On prend par région. Par région, on sait que dans certaines régions, notamment à Paris, on a un potentiel dans un domaine particulier. Par exemple, Paris, c'est l'aviation et l'automobile. Donc, on va prendre les grosses entreprises. Une des plus grosses entreprises, c'est Renault, à Paris. À Billancourt, ces grosses entreprises, on va les mettre chefs de groupe de production. L'État va passer des commandes, va organiser l'approvisionnement en matières premières, et on va passer des commandes pour vraiment arriver à une certaine efficacité pour au moins dans un premier temps arriver à combler les besoins et le manque chronique de munitions, parce qu'en 2 mois, en 1914, on a épuisé les munitions, le stock de munitions d'armée. Donc il faut produire des obus, parce qu'on en a pas. Et puis dans un deuxième temps, la France va remplacer, avec toutes ces pertes, les pertes de 1914-1915, on doit remplacer des hommes, mais on n'a plus d'hommes. On a mobilisé tout ce qu'on pouvait, on n'a plus d'hommes, on ne peut pas fabriquer des hommes, donc on va fabriquer des armes. On va passer d'une arme automatique pour 400 hommes en 1914 à une arme automatique pour 4 début 1917. Donc là, sur la photo, vous avez un fusil mitrailleur Chauchat, un fusil mitrailleur qui est beaucoup plus portable et qui est plus adapté à l'assaut qu'une mitrailleuse fixe, comme une mitrailleuse modèle allemand Maxim ou Saint-Chamond pour Saint-Étienne, excusez-moi, pour la France. Et on a sur la droite un lance-grenade Villers-Bessières qui est monté sur le fusil standard Rebelle.
Donc le lance-grenade, lui, il a pour fonction de réduire les nids de mitrailleuses allemands au silence. Et en fait, c'est ça. On va également mettre en place des compagnies mitrailleuses. Et en fait, en augmentant cette puissance de feu, on arrive à combler, dans une certaine mesure, le manque chronique d'effectifs pour l'infanterie française. La guerre ne se fait pas que sur terre non plus, elle se fait également sur mer. Et là, c'est nos amis anglais qui vont surtout s'en occuper. La France a plutôt une mission de maintien de l'ordre, on va dire, en Méditerranée. Elle doit surtout contrôler les canaux, enfin les voies d'approvisionnement en Méditerranée, alors que la Royal Navy a un potentiel beaucoup plus grand. Et elle va pouvoir mettre en place une politique de blocus de l'Allemagne. Donc elle va arraisonner les navires de commerce allemands, elle va détruire les navires de commerce allemands, arraisonner les navires neutres, danois, argentins, qui approvisionnent l'Allemagne. Donc ce qu'il va faire, c'est que l'Allemagne va très vite manquer de matières premières qu'elle ne peut pas forcément se procurer sur son territoire, du pétrole, du fer en grande quantité, mais également, et là c'est dans un registre un peu plus je dirais horrible, elle ne peut pas parvenir aux besoins de sa population, puisque déjà la population civile est moins privilégiée que les soldats. L'approvisionnement alimentaire va en priorité aux soldats qui se battent. Et ce qu'on va arriver au chiffre assez hallucinant de 750 000 civils allemands qui sont morts de sous-nutrition, de sous-alimentation pendant la Première Guerre mondiale. D'un autre côté, les Allemands vont essayer de faire pareil, puisque le Royaume-Uni est une île, et donc elle est tributaire de sa marine, marchande et militaire. Et les Allemands vont utiliser deux choses. Ils vont en premier utiliser leurs sous-marins, les célèbres U-boats, qui vont torpiller tous les navires de commerce alliés à la destination d'Angleterre pour vraiment mettre à bout de souffle l'Angleterre. Mais cette politique, même si les Allemands épargnent les navires de commerce neutres, cette politique va connaître un véritable coup d'arrêt lors du torpillage du Lusitania. Donc le Lusitania, c'est un paquebot transatlantique qui transportait 1200 personnes. Et ce traitement, il transportait pour l'Angleterre un stock de munitions. Et il a été torpillé par un U-boat en 1915, avec à son bord 128 citoyens américains, donc qui sont morts noyés. Et là, c'est un véritable tollé. Les États-Unis qui préparent lentement leur opinion à une probable entrée en guerre, mettent de l'huile sur le feu, protestation officielle de l'ambassade américaine en Allemagne. Et donc ça va nous donner des U-boats qui vont être en demi-sommeil jusqu'à 1917, où là en 1917 il y aura une véritable guerre sous-marine à outrance pour essayer vraiment de casser ce commerce, la marine marchande alliée qui est à destination de la France, au moment de l'envoi de GIs en Europe, ou même de tout ce qui manque aux Anglais et aux Français, de matières premières, de munitions, d'alimentation, tout ça. La Kriegsmarine, c'est le nom de la marine de guerre allemande, a également un autre atout, c'est sa marine de surface. La marine de surface est très moderne et elle résulte de la politique mondiale, la Weltpolitik de Guillaume II, qui voulait faire de l'Allemagne une puissance mondiale et non pas qu'une puissance européenne. Donc la bataille du Jutland va opposer en mai 1916 la Royal Navy. La Royal Navy qui est traditionnellement la marine la plus nombreuse et la plus efficace au monde. Elle va opposer la Royal Navy à la Kriegsmarine qui est très moderne. C'est des navires qui ont été mis en service très récemment, qui sont très modernes et les équipages sont très bien entraînés et très motivés. Et en mai 1916, pendant plus de 10 heures,
les deux marines qui se cherchent et qui tombent un peu l'une sur l'autre par hasard, vont combattre pendant plus de 10 heures et combattre avec toute la puissance de l'arsenal de leur navire. Donc là, ce qu'on voit, c'est surtout les Dreadnoughts. Les Dreadnoughts, c'est les gros navires, les classes de navires les plus imposantes, qui sont armés il y a des tourelles dessus jusqu'à 365 mm. Alors je vous laisse imaginer ce qu'un canon 365 mm peut faire sur un homme et sur un navire. Étrangement, les pertes du vainqueur seront plus grandes que les pertes du vaincu. C'est une sorte de victoire à la Pyrrhus, un peu pour les Anglais, qui vont perdre 14 navires dans l'affaire, contre 11 contre les Allemands. Mais le problème, c'est que les Allemands ont peut-être une marine très moderne, mais elle est peu nombreuse comparée à la Royal Navy, qui a véritablement cette tradition maritime. Et donc, les Royal Navy a remporté cette victoire, parce que la Kriegsmarine n'osera plus jamais sortir de ses ports de la Baltique. 1916, c'est également l'année de la Grande Guerre, la Grande Bataille qui a marqué les esprits, qui marque toujours les esprits. Parler Première Guerre mondiale à quelqu'un, une des batailles qui va se rappeler, ce sera Verdun. Verdun est le règne de l'artillerie. Alors Verdun, c'est un petit coin, c'est un secteur calme du front. On a tellement calme qu'on a enlevé les canons sur les forts, la ceinture de forts qui défend la région. Et c'est là que les Allemands vont attaquer. Alors, dans l'interprétation classique qu'on fait de cette bataille, c'est le général Falkenhayn, le commandant en chef allemand, qui a mis au point cette opération. Il dira qu'il voulait saigner l'armée française. Alors non, puisque c'est juste que la France a réussi à tenir, certes en envoyant une grande partie de ses régiments mourir à Verdun, mais qui a donné cette interprétation de saigner l'armée française, puis il y a eu beaucoup de morts, 300 000 morts, toutes nations confondues à Verdun. Mais c'est un échec allemand. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé de la préparation allemande. Alors les Allemands vont mettre en ligne plus de 1200 canons, dont 542 obusiers lourds. 1200 canons, donc là vous voyez la taille, c'est un mortier de 21 cm, il y a beaucoup plus gros. Mais déjà juste le 21 cm, ça vous donne un peu une image de ce que c'est l'artillerie lourde. Les Allemands vont mettre en place cette ceinture d'artillerie qui va pendant 2 jours pilonner les premières lignes françaises, les fantassins françaises qui ne s'attendent pas du tout à cette attaque. Les premières lignes françaises n'existent plus. Il n'y a plus de première ligne française. L'artillerie française, avec ses pauvres canons de 75 mm, est écrasée en quelques-unes également. Plus de 2 millions d'obus en 2 jours. 2 millions d'obus. Les troupes d'assaut allemandes, les Sturmtruppen, qui sont mieux équipées que l'infanterie allemande en général, passent alors à l'attaque. Elles doivent ouvrir le chemin aux 60 000 fantassins qui suivent. Donc elles vont, dans un premier temps, rencontrer un paysage désolé, juste des trous, de la terre, des trous, des barbelés, des trous. Et là, il va y avoir un événement un peu singulier. Là, il y a quelques fantassins par-ci, par-là, qui, à côté d'une mitrailleuse, sans officier, sont rendus fous. Vous imaginez 2 jours à se faire pilonner par la plus grosse concentration d'artillerie jamais réunie de toute l'histoire. Ils ont été abrutis par le bruit, les tremblements de toute cette artillerie. Et là, ils vont s'accrocher à une mitrailleuse, à un chef, à quelque chose. Et, ironie un peu aussi de l'histoire, le bombardement a tellement été violent que le paysage est totalement défoncé. Donc les fantassins allemands, il y a des grosses cuvettes d'eau où on s'enfonce très vite. Les fantassins allemands doivent être sur des lignes de crête. Ce qui est assez parfait, veut dire qu'on est derrière une mitrailleuse et qu'on a un stand de tir en face, c'est assez efficace.
Donc, même si quelques fantassins français, c'est quelques centaines de fantassins, vont réussir à arrêter les 63 divisions allemandes et permettre au commandement français, même si beaucoup de forts vont être pris à l'occasion de l'attaque initiale allemande, vont permettre à l'état-major français d'envoyer des renforts. Donc là, semi-échec pour les Allemands, semi-échec puisqu'ils n'ont pas réussi à effectuer leur percée qu'ils voulaient. Et c'est là qu'on va passer à l'autre phase, à la deuxième partie de Verdun, c'est intitulé « Massacrer pour sauver Verdun ». Et d'ailleurs, je crois que vous avez une médaille de repère qui est écrite « On ne passe pas », et c'est à cette occasion que l'état-major français va distribuer ces médailles. C'est « On ne passe pas », c'est Verdun, ça va être le symbole, le véritable symbole de la résistance française, comme avait été la première bataille de la Marne, la résistance française aux envahisseurs allemands. Donc cette voie sacrée, elle doit permettre aux fantassins allemands, déjà, donc c'est Pétain qui a été désigné pour prendre en main la défense de Verdun. Il organise une rotation des effectifs. Chaque régiment de l'armée française va passer par Verdun. Une rotation des effectifs, une mise en place de la voie sacrée. La voie sacrée, c'est la seule route qui amène à Verdun. Et cette voie sacrée doit permettre la rotation des effectifs, le ravitaillement des unités en munitions et en provisions alimentaires. Et donc on va réussir à tenir cette voie sacrée, cette noria qui va nuit et jour avancer inexorablement jusqu'à Verdun. Et par exemple, les camions Renault qui amènent les fantassins qui tombent en panne, tous les camions Renault on ne cherche même pas, on les balance sur le bas-côté. Sur la droite, on a une photo de la bataille de la Somme. Alors la bataille de la Somme, c'est la grande bataille des Anglais. C'est une attaque qui est orchestrée sous état-major français. Les Anglais vont attaquer sur la Somme et les Allemands doivent dégarnir une partie de leurs effectifs à Verdun pour pouvoir défendre leur position sur la Somme. Ce qui va mettre les Allemands dans une position défensive à Verdun et permettre aux colons français de reprendre la ceinture de fort qui avait été prise lors de la phase initiale de l'attaque. Et même si les pertes françaises ont été beaucoup plus élevées que les pertes allemandes, comme je vous l'ai dit, c'est une véritable victoire morale, puisque en deux ans de guerre, c'est une des premières victoire cher payée, mais c'est une des premières victoires que l'on a, et c'est vraiment ce symbole de on ne passe pas, c'est notre territoire et nous allons défendre, nous allons y arriver. En 1917, après cette terrible bataille de Verdun, on croit l'affaire entendue. 1917, pourquoi? Parce que c'est l'entrée en guerre des États-Unis. On croit que les millions d'hommes américains vont permettre une victoire rapide sur le front. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué puisque déjà, les Américains n'ont qu'une armée de métier sous-équipée de 200 000 hommes. Et ils vont devoir entraîner leurs fantassins. Leurs fantassins, ils vont devoir être équipés à l'anglaise et à la française. Par exemple, tous les régiments d'artillerie lourde et de chars seront paradoxalement constitués de Français. Et puis les États-Unis en fait vont plus être un poids au niveau militaire pour les Français qu'une aide, puisque on doit entraîner tous leurs fantassins qui n'ont jamais fait la guerre, qui sont un peu assez intrépides mais assez inexpérimentés. Et les deux grandes offensives de 1918 qui feront l'Argonne et le Salient de Saint-Mihiel montreront bien que les fantassins américains, même s'ils sont très courageux, n'ont pas cette expérience des Anglais et des Français de 3 années de guerre. Mais dans un autre registre, l'entrée en guerre des États-Unis va permettre la sécurisation des convois à destination de l'Europe, des convois
convois maritimes à destination de l'Europe, puisque l'US Navy va prendre le relais sur la première partie dans l'Atlantique. La première partie du convoi se fait des États-Unis jusqu'à peu près au bas du Groenland. Et en fait, à ce moment-là, c'est la Royal Navy qui, avec ses escorteurs, prend le relais de l'escorte. Donc après cette désillusion de l'entrée en guerre des Américains, Pétain disait qu'il attendait les Américains dans les chars, on va passer à l'offensive du chemin des Dames. Donc l'offensive du chemin des Dames, c'était un peu l'offensive de la dernière chance. On a mis vraiment beaucoup d'espoir dans cette offensive, parce que Nivelle était sûr de pouvoir remporter, de faire la percée. 48 heures, il a dit, laissez-moi 48 heures, je percerai. Donc en avril 1917, Robert Nivelle s'appuie sur beaucoup de divisions d'infanterie, donc notamment les divisions tirailleurs sénégalais, qui vont subir le quart de leur perte de la guerre que sera au chemin des Dames. Il va mettre en place également, pour la première fois, les chars vont monter en ligne, les chars français. Donc là, on a un char Saint-Chamond, donc les chars Saint-Chamond et Schneider qui vont attaquer à Berry-au-Bac. Comme vous voyez, la vitesse maximale d'un Saint-Chamond lancé à pleine vitesse sur tout terrain, c'est 3 km/h. Donc allez-y à 3 km/h quand vous êtes encadré par les obus allemands, c'est un peu compliqué au début. Donc là, c'est le commandant Bossu devant son Schneider personnel, le commandant Bossu qui a entraîné tous les équipages de l'artillerie d'assaut, l'AS. C'est le premier nom des régiments de chair français, à côté de Paris. Et il ne devait pas participer à cette offensive de Berry-au-Bac, mais il avait suivi tout l'entraînement de ses équipages et il a tenu à monter à l'assaut avec ses hommes, et il est mort lors de cette offensive. Mais cette offensive, bien plus que des chars, va surtout coûter la vie à plus de 29 000 Français en à peine 10 jours. Cette offensive va continuer, piétiner, et puis on va remplacer Nivelle par Pétain. Pourquoi? Alors déjà, il y a une grande démoralisation des troupes qui vraiment était... les troupes pensaient que, voilà, 1917, que c'était la fin, qu'on allait enfin prendre le pas, repousser les Allemands et gagner la guerre. Et là, on voit que c'est pire qu'avant. En fait, les pertes de cette offensive sont moins nombreuses que les offensives de 14, de 15 et les pertes qu'on a enregistrées à Verdun. Mais là, on est tellement excédé, on ne peut plus se permettre de telles pertes. Et donc, pour un peu... pour que les mutineries et la démoralisation qui gagne les troupes mises en ligne soit commence à s'effacer, on va nommer Pétain à la place de Nivelle. Alors que va faire Pétain? Pétain, il a senti ce vent de colère chez les soldats français et qui, par exemple, le 3 mai, certaines unités commencent par refuser de monter en ligne. Donc on va commencer à condamner des hommes. Donc il y aura 3500 condamnations et une cinquantaine environ de fusillés. Donc ce sera les fusillés de 17. Et à l'occasion vraiment de cette offensive qui a brisé les rêves brisé les espoirs plutôt que les rêves des soldats et des familles, Pétain va auréolé par la propagande de la victoire de Verdun, va améliorer les conditions de vie, le confort des cantonnements, des nourritures des hommes, et mettre en place un système de rotation d'une semaine de permission pour 4 mois. Et surtout renoncer à une doctrine offensive. Et c'est à cette occasion qu'il dira j'attends les Américains et les chars. Il veut vraiment, il va lancer une série d'offensives limitées, mais il n'y aura plus cette vision de la grande offensive, c'est fini. Donc là on a un historien, Stuart Robson, un historien américain qui dans son ouvrage The First World War nous dit, qui est assez parlant, nous dit que Pétain considérait le règlement des mutineries de 17
constituait son plus bel exploit. Chez nos amis italiens, c'est un peu la débandade. Parce que les Allemands viennent aider leurs alliés austro-hongrois. Donc là, sur la photo, on a des soldats austro-hongrois qui regardent la mine désabusée, les cadavres de soldats italiens. Il lance une grande offensive à Caporetto, dans le nord de l'Italie en 1917. Et les pertes italiennes de 300 000 hommes. Donc après, ça compte les blessés, les morts, les redditions. Les redditions qui sont également nombreuses. Et pour ne pas perdre le pas sur le comment dire, pour vraiment reprendre la main sur son armée, l'état-major italien va remettre au goût du jour la décimation romaine. Donc on va tuer un homme sur 10 dans les unités qui ont été jugées défaillantes. Donc en comparé des 50 exécutions qu'on a eues après le chemin des dames, ça va être un petit massacre, on peut le dire, un petit massacre dans l'armée italienne. 1917 à Caporetto, donc c'est une grande défaite, mais à la différence d'autres pays comme la Russie, ça ne va pas entamer le fondement même des institutions politiques, de la base politique italienne. À la différence de la Russie, où là, ça va être un peu plus compliqué. Il était 2 fois la révolution, parce qu'on a souvent cette image de la révolution russe d'octobre, la révolution d'octobre, qui a été chantée par les chansonniers communistes des années 60. Mais cette révolution russe s'est faite en 2 phases. Premièrement, on a des révolutions de femmes à Saint-Pétersbourg, des manifestations de femmes à Saint-Pétersbourg en février 1917, qui, à l'annonce de la fermeture de la plus grosse usine d'armement de Saint-Pétersbourg et la mise en place d'un système de rationnement, a provoqué un énorme tollé. Les bolcheviks qui sont présents, ils regardent ça, ils se disent non, c'est juste une énième manifestation contre la faim qui se passe, et puis bon, voilà, c'est juste une énième manifestation, on n'a pas besoin, ils croient pas, ils y croient pas. Mais après, quand les femmes qui sont rejointes par d'autres couches de la société de Saint-Pétersbourg commencent à crier à bas l'autocratie, à bas la guerre, là on commence à dire oui, il y a peut-être quelque chose qui change par rapport à ça. Et vraiment le basculement, ça va être quand la garnison de la ville, la garnison de Saint-Pétersbourg, qui est constituée de 150 000 hommes, va passer du côté des manifestants. Alors là, tout va aller très vite, il va y avoir un vent de révolte dans toute la Russie. Et Nicolas II va abdiquer. Et on va voir la mise en place d'un gouvernement libéral gouverné par donc ce sont des membres du Parlement russe, la Douma, qui vont gouverner la Russie. Et les Alliés, en même temps, regardent ça avec un peu d'effroi. Ils disent, ils pensent, ils ne savent pas s'ils vont perdre la Russie, ça leur fait peur, mais ils sont très vite rassurés lorsque le gouvernement provisoire reprend l'offensive, continue la guerre contre l'Allemagne. En juillet 1917, on a des pertes sur le front, des pertes assez conséquentes dans les armées russes. On a des pertes sur le front. On a une absence totale de réforme de la part des parlementaires russes contre le pouvoir. Et puis on a notre charmant Lénine qui est revenu de son exil en Suisse. Exil en Suisse qui est revenu, donc il est revenu par le biais des Allemands qui il leur a dit laissez-moi passer, moi je vais mettre fin à la guerre, tout ça. Parce que les Allemands et les Russes, même s'ils n'ont pas les mêmes motivations, veulent, enfin les Russes, Lénine a les mêmes motivations que les Allemands au niveau de il veut finir la guerre pour pouvoir mettre en place sa révolution. Et là, on va arriver à la révolution d'octobre, puisque les désertions dans l'armée russe sont très nombreuses. Et comme je vous ai dit, tout le gouvernement,
aucune confiance en ce nouveau gouvernement qui est en fait constitué des élites de l'ancien régime tsariste. Donc Lénine va prendre le pouvoir, les bolcheviks vont prendre le pouvoir et il est très vite signé à Brest-Litovsk fin 3 mars 1918 avec les Allemands, une paix séparée. Donc les Allemands d'un côté peuvent se concentrer à l'ouest et les Russes peuvent se concentrer sur la mise en place, enfin sur leur révolution. Les Allemands qui viennent de signer donc cet armistice séparé avec les Russes peuvent transférer une partie de leur division sur le front ouest. Mais ils font l'erreur de laisser une grosse partie de leur division en occupation, en casernement à l'est sur les nouveaux territoires qu'ils viennent de gagner sur la Russie. Mais une bonne partie des divisions parvient quand même à l'ouest, où Heinrich von Ludendorff va lancer une grande offensive contre les positions anglaises en Flandre. Une grande offensive, 63 divisions allemandes le 21 mars, soutenues par 6200 canons. Donc qui va repousser les Anglais petit à petit vers le nord. Et la base anglaise, elle se fait au niveau du nord. Après, c'est les Français. Donc en fait, les Alliés vont commencer à être séparés. Donc les Anglais au nord et les Français qui reculent au sud pour aller à Paris. Et donc là, ça commence. Ludendorff arrive à faire sa percée. Il commence à éparpiller, heureusement pour les Français, il éparpille un peu ses forces. Et Foch, qui vient d'être nommé commandant en chef des armées alliées, a cette vision d'ensemble, vu qu'il commande aux armées anglaises et aux armées françaises, a cette vision d'ensemble pour lancer une contre-attaque. Mais les Allemands vont lancer une multitude de contre-attaques en mars et en juin. Le 11 juin, le général Mangin réussit sa contre-attaque où il repousse les Allemands près du chemin des Dames. Après, on a encore une attaque le 27 mai. Enfin, le 27 mai, on a eu plein d'attaques. On a en tout 5 attaques en 1918, 5 grandes attaques d'envergure allemande. Et on va arriver au 15 juillet, la dernière grande bataille, grande offensive allemande. C'est une grande offensive. Ludendorff dit celle-là, c'est la dernière, c'est bon, on a épuisé les Français et les Anglais sur toute la ligne de front. Là, ça va être le dernier coup de boutoir, et puis on va réussir à faire cette percée. Mais le problème, c'est que les corps francs, alors les corps francs, c'est les ancêtres des commandos français. Les corps francs, ils sont armés très légèrement, ils sont pistolets, couteaux de tranchée. Et en fait, leur but, à la différence des Stormtroopers qu'on a vu avant, leur but, c'est pas une unité d'élite, de combattants d'élite. Eux, c'est plutôt des infiltrateurs. Et ils vont faire des prisonniers qui vont les prévenir d'une attaque, et notamment des redditions aussi de soldats lorrains et alsaciens qui vont prévenir les Français qu'une grande attaque se prépare. Alors, notre cher ami Ludendorff attaque, mais l'effet de surprise a totalement été gâché. Et là c'est une grande contre-attaque. C'était la seconde bataille de la Marne. La seconde bataille de la Marne, c'est du côté de Reims. Ludendorff attaque du côté de Reims. Les Français, qui avaient été prévenus par des prisonniers, contre-attaque avec 345 chars T-17, plus de 500 avions et 16 divisions d'infanterie. Ludendorff a dès lors perdu l'initiative et cette seconde bataille de la Marne marque un véritable tournant à l'ouest. Donc là, dans cette partie, c'est pour montrer que, voilà, en plus d'avoir été battus sur le plan tactique, les Allemands sont totalement dépassés sur le plan technique. Sur le plan technique, donc là, nous avons une brigade de bombardement. On a en haut à droite un autocanon de Dion-Bouton qui est assez sommaire, puisqu'il y a une élévation en azimut assez limitée. Et l'autocanon, vous voyez ce que ça fait à peu près sur un avion allemand. Quand l'avion allemand se prend les obus explosifs en air,
ça déchire la frêle toile de bois qui constitue les biplans à l'époque. Les Allemands, au niveau des chars, au niveau des avions, et même au niveau de la doctrine tactique et stratégique, sont totalement dépassés. La France, grâce à sa mobilisation industrielle et son potentiel d'innovation technique supérieur, a réussi à mettre en place des matériels très performants et en masse. Alors que les Allemands se sont un peu fourvoyés dans leurs innovations. Ils ont mis en place des canons de l'artillerie lourde, la Grosse Bertha par exemple, qui pouvait tirer à plus de 120 km sur Paris par exemple. C'est très bien, c'est très difficile à faire, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert beaucoup moins que des chars, des F-17. Les chars qui ont permis de remporter la seconde bataille de la Marne et qui ont véritablement annoncé les 100 jours de l'armée allemande. Donc les chars qui ont remporté cette seconde bataille de la Marne ne sont pas les seuls instruments de la victoire finale alliée, puisque on a du coup notre petit camp retranché de Salonique en Grèce, dont on avait presque oublié l'existence, qui va faire de nouveau parler de lui. Donc là, sur les deux images avant, on avait ces chars F-17 construits en nombre qui peuvent monter en ligne à l'attaque pour culbuter les défenses allemandes. En tout, vous voyez tous les chars qu'il y a sur l'image. En tout, ça doit être à peu près en face le total au niveau du nombre, le total de chars qu'a mis en ligne les Allemands. Les Allemands ont mis en ligne des A7V Totemkampf, qui étaient des gros chars de 12 hommes qui devaient être aussi rapides. Sur une course, ils ne devaient pas être les Saint-Chameau beaucoup. Les Allemands n'ont pas fait confiance à cette arme qui a été le char. Le char a vraiment fait sortir les tranchées. C'est comme ça qu'on retrouve dans l'historiographie. Les chars ont fait sortir l'armée française des tranchées. Mais en plus de donner la décision sur l'ouest, on va avoir le petit camp retranché de Salonique, comme je vous disais, qui va refaire parler de lui. Donc, Salonique, c'est là. Donc les hommes qui étaient à Salonique, et notamment le général Saraï, qui a fait pression sur le gouvernement grec pour le faire entrer dans la guerre, les franco-serbes vont attaquer et faire la percée dans les noms d'Obrokovic. Pour la prononciation de bulgare, je ne connais pas trop. Ils vont attaquer, ils vont prendre Sofia en Bulgarie. Une chevauchée de 130 km, la dernière heure de gloire de la cavalerie française du XXe siècle. Ils vont prendre Sofia et vont menacer Belgrade, Sarajevo et toutes les capitales des pays qui forment l'Autriche-Hongrie. L'Empire ottoman, grâce au travail de SAP des Britanniques, notamment au Moyen-Orient, en Irak, en Iran, dans toutes ces régions, donc avec la figure de Lawrence d'Arabie, commence à s'effondrer petit à petit, et quand les Britanniques, les Grecs et les Français sont à ces frontières, ils vont demander une paix séparée et abandonner de fait l'Allemagne. Les Autrichiens, pour leur part, sont battus à la bataille de Vittorio Veneto. Et en plus d'être battus, de nombreuses désertions, secouent leur armée, puisqu'on a les franco-serbes qui viennent menacer toutes les capitales dont je vous ai dit, dont je vous ai nommées. Donc toutes ces capitales sont à la merci de ces soldats, et les armées autrichiennes sont composées, sont multinationales, donc de nombreuses désertions vont secouer les Austro-Hongrois qui ne vont pas tarder à mettre le pied sous la porte et demander également l'armistice. La Roumanie est contrôlée par les franco-serbes. La Roumanie, elle sert surtout pour l'approvisionnement anglais-allemand. Donc déjà que la situation est catastrophique en Allemagne, là c'est
c'est le drame. Et les Français, enfin les Allemands, qui se retrouvent sans alliés, sans approvisionnement, battus sur tous les fronts, les Français avancent chaque jour, reprennent la Belgique, une partie de la Belgique. Ils vont demander l'armistice le 7 novembre 1918, qui va être signé à Rotonde le 11 novembre 1918. Mais Rotonde ne signifie pas, elle signifie la fin des hostilités, mais ne signifie pas totalement la fin de la guerre. Parce qu'on passe d'une guerre militaire à une guerre diplomatique. Et c'est là au traité de Versailles que va se jouer un peu le sort de cette Europe nouvelle. Donc ce traité de Versailles est dominé par trois grandes figures. Clémenceau, Woodrow Wilson, qui est président des États-Unis, et Lloyd George, qui est le premier ministre britannique. Clémenceau, il arrive, il veut quelque chose, il veut faire payer l'Allemagne. Il veut faire payer l'Allemagne, autant au niveau des marques or qu'au niveau symbolique, puisque la France a supporté la plus grande partie du poids de la guerre. Wilson, lui, pour sa part, il veut mettre en place les idées qu'il a théorisées de société des nations, d'entente fraternelle entre les peuples. Et Lloyd George, lui, il veut, dans un sentiment, dans une vision en somme toute britannique, il veut maintenir le statu quo en Europe, puisque la puissance la plus dangereuse au sortir de la guerre pour les Britanniques, ça reste la France, parce que la France a une armée qui est très entraînée, très bien équipée, et Lloyd George, il veut vraiment faire contrepoids à cette nouvelle puissance française. Alors, que va amener ce traité de Versailles? Alors, le traité de Versailles, il va faire voler en éclats les grands ensembles d'avant-guerre, notamment l'Autriche-Hongrie. Donc l'Autriche-Hongrie va se transformer. Donc, déjà, les Italiens vont récupérer une partie, une partie des terres granate qui voulaient au début de la guerre. La Pologne est créée. La Pologne est créée aux dépens de l'URSS, de la nouvelle URSS qui elle n'a pas de mot à dire puisqu'il y a encore une guerre civile qui ravage le territoire russe. L'Allemagne perd l'Alsace-Lorraine. La Posnanie qui en fait c'est le couloir de Danzig qui permet à la Pologne d'avoir une fenêtre sur la mer. Donc on a l'Autriche-Hongrie qui devient qui éclate avec la Tchécoslovaquie. Là, une partie de la Roumanie, de la Transylvanie est donnée à la Roumanie. On a la création de l'État multinational en fait, qui relance exactement le problème. Je veux dire, on est censé donner un État pour chaque peuple, alors que là on a des Tchèques et des Slovaques, là on a des Serbes, des Croates. En fait, on essaye, moi il y a cette tentative d'essayer d'arriver à un partage efficace des peuples, enfin un partage du territoire en fonction des populations. Alors que on n'a pas forcément, cette dimension n'a pas forcément été respectée. C'est aussi un partage des grands. On récupère l'Alsace-Lorraine, l'Italie veut récupérer toute une plus grosse partie de la Yougoslavie, enfin de l'Autriche-Hongrie qui est devenue la Yougoslavie. Elle n'a pas récupéré Trieste et Fiume, qui seront que les Anglais et les Américains s'opposeront à cette récupération, ce qui va avec la perte d'une grande partie de l'Allemagne, enfin, du territoire allemand et de ces territoires irlandais qui n'ont pas tous été récupérés. On va avoir l'émergence de sentiments nationalistes et xénophobes après la guerre. De plus, parce que l'Allemagne va vraiment payer le prix de cette guerre. Elle va devoir, au terme du traité de Versailles, donc comme on l'a vu, perte au profit de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la France, elle ne peut que maintenir une armée, quasiment une police de 200 000 hommes arrivés, qui est dénuée de chars, d'artillerie ou d'avions, et elle doit régler une amende de 132 milliards par an.
Alors ça peut sembler, 132 milliards de marks or, ça peut sembler assez énorme, mais en comparaison à l'amende infligée au terme de la guerre franco-prussienne de 1870-71, à ces équivalents encore plus faibles. Donc les Allemands qui n'ont pas l'habitude de perdre des guerres et de payer des amendes vont vraiment très mal vivre ce traité de Versailles. On va vivre comme un diktat, le diktat du traité de Versailles, donc ce qui permettra l'émergence, comme je l'ai dit, en plus de sentiments de courants nationalistes et xénophobes pendant l'entre-deux. Pour la France, les pertes humaines ne se comptent peut-être pas en marque or, mais elles sont quand même assez nombreuses. Sur l'ensemble des nations, on a eu 9 millions de tués, des milliers de blessés ou de gazés qui vont mourir après la guerre. Et la France, quant à elle, a payé un lourd tribut avec un soldat tué sur 4, 700 000 veuves, 760 000 orphelins de guerre, à qui en plus il faut verser des pensions, donc ce qui a un coût de plus dans les fonds du trésor français. Donc la France est un pays qui a souffert de la guerre. Une grande partie de son territoire est totalement impropre à la culture. Le nord de la France est jonché d'obus, de cratères, de maisons détruites, de villages entièrement détruits. Des 2 millions d'hectares sont impropres à la culture. Le pays s'est largement endetté et appauvri auprès des Américains notamment. Et comme d'une certaine manière, il y a eu l'épisode des pensions des veuves et des orphelins, qui a empêché un peu cette remise sur pied du pays, puisqu'on en avait voulu dévaluer le franc. Mais dévaluer le franc, donc, ça permettait un certain nombre de transactions financières, ça pouvait permettre de redonner un coup de boost à l'économie française, mais d'évaluer le franc, c'était aussi d'évaluer les pensions. Les pensions des veuves de guerre et des orphelins, c'était jugé déjà, au vu des souffrances endurées pendant la guerre, par les familles, inacceptable. Et je finirai sur l'ouverture habituelle qu'on a de ce conflit, qui est de dire que la Seconde Guerre mondiale est la fille de la Première Guerre mondiale. Alors d'un côté, c'est assez vrai, pour certaines choses, au niveau notamment de ce que je vous ai dit, des courants nationaux, nationalistes et xénophobes. Mais je laisserai au bon soin d'Adolf Hitler, de jeune caporal allemand à l'époque, de finir ce suicide de l'homme. Voilà, merci de m'avoir écouté.